Allô, mon beau Carl. Bonjour, ma belle Camille. Bienvenue à la vie sociale. Bienvenue à la vie sociale. Merci d'être là cette semaine. Ben, écoute, sans moi, ce serait pas la vie sociale. Je pensais que t'as dit que ça serait poche. Ben oui, je confirme. C'est vrai que ça serait poche. Ben non. Tu pourrais animer ça toute seule comme une grande. Si t'as pas besoin de moi pour être une excellente animatrice, tu rayonnes. T'es une être de lumière. Et encore une fois cette semaine, je suis très content d'être à tes côtés. Moi aussi, je suis contente. Et je suis encore plus contente de notre invité cette semaine. Oui, Émile Roy qui est avec nous. Émile Roy qui est avec nous. Et pour vrai, ça faisait longtemps qu'on voulait le recevoir parce que c'est un être incroyable. Je trouve qu'il y a vraiment avec beaucoup de savoir. Un impact positif aussi. Ouais. Il parle beaucoup d'environnement, d'anxiété, de solitude, d'amour. Puis c'est un être que j'avais vraiment hâte de rencontrer. Donc, je suis vraiment contente. Oui, et c'est quelqu'un qui parle de plusieurs thématiques qui nous rejoignent beaucoup, dont une thématique qu'il a abordée sur sa chaîne YouTube récemment, la solitude. Oui. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à Camille, faudrait recevoir Émile. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un épisode qui va vous rejoindre beaucoup à plusieurs niveaux. Parce qu'on se rend compte que finalement, on vit des émotions qui sont pas mal pareilles tout le monde. Même on se ressemble plus qu'on le pense. On se ressemble plus qu'on le pense. Oui, puis moi j'aime ça recevoir aussi des gens qui sont un peu en dehors de notre ligne des fois. Tu sais, que le monde fait tu sais, Émile Roy, c'est peut-être pas tout le monde non plus qui le connaît, mais moi je vous conseille fortement d'écouter l'épisode au complet puis de rester là parce que vous allez en apprendre, j'en suis certaine. Exactement. Quelque chose qui nous rassemble tous, je crois, tous et toutes, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui aime se faire ses impôts. J'adore le lien. Et parce que là, on est dedans, là. Là, on est vraiment dans la période des impôts. Je dirais même qu'on est pas mal dernière minute. Là, il vous reste pas beaucoup de temps. Et on vous en a parlé depuis quelques semaines. Accès Impôts, qui est un partenaire de la vie sociale cette année. Pourquoi on a décidé de travailler avec Accès Impôts cette année, de vous parler de ça? Parce que c'est une solution simple, rapide, efficace. C'est un outil qui rend ça plus simple, les impôts. Parce que je sais que des fois, ça peut être un branle-bas de combat de devoir faire nos impôts. Oui, ça l'est, je confirme. Alors, qu'est-ce que c'est Accès Impôts? On vous le répète, mais c'est un service québécois de déclaration d'impôts 100% en ligne. Et vous les avez peut-être vous les connaissez parce qu'ils ont passé au Dragon, ton émission préférée. Tu sais que j'adore cette émission. Oui, je le sais. Moi, je pense qu'un de mes rêves, c'est d'être un dragon un jour. OK. Je trouve ça... Tu pensais que je voudrais qu'on passe au dragon? Oui, c'est ça, mais... Non, parce que je pense qu'on serait pas assez bon. Imagine, on demanderait combien, tu sais? Pour la vie sociale? Un bon 500 000. Pour 10 Pour 10 du balado. Et oui, ils sont allés dans l'œil du dragon, puis leur apparition a fait beaucoup jaser parce que ils sont vraiment extraordinaires. Les deux gars sont vraiment cool et... c'est 100% québécois. Et le fonctionnement de la plateforme est vraiment simple. Il y a 3 étapes très faciles pour confier la production de sa déclaration d'impôt. C'est créer son profil. Bon, ça, c'est assez facile. Répondre à un court questionnaire. Assez facile. Et télécharger vos documents. Donc, c'est 100% en ligne, simple, rapide, sécuritaire. Et ce qui est le fun, c'est que le tarif ne change pas en cours de route. Alors, si vous ajoutez des documents en cours de route qu'on produit votre déclaration, il n'y aura pas un frais supplémentaire. Donc, ça, c'est vraiment très le fun. Et, fun, regarde. On met... Oui. Oui, c'est le fun. C'est le fun. C'est juste les impôts. C'est pas la période la plus le fun. Mais avec Accès Impôts, c'est le fun en titi. Et là, puisqu'on est vraiment cool à la vie sociale, on a un code promo pour vous. C'est quoi, Camille, le code promo? Le code promo, c'est la vie sociale 5 pour 5 $ de rabais sur la production d'une déclaration d'impôt par Accès Impôts en 2025. Ça, je trouve ça vraiment cool. On va vous le mettre en description. Vous allez utiliser notre code promo, vous allez penser à nous en faisant vos impôts. Vous allez voir notre face. Pourquoi pas écouter le podcast en faisant votre déclaration d'impôt? Incroyable idée, Camille. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil sur leurs réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement. Les suivre également, puis aller voir leur site Internet pour toutes les informations. C'est vraiment simple. On l'a dit plusieurs fois, mais je pense que c'est ça qui revient. On aime ça, la simplicité. C'est la simplicité. On a tellement de choses à faire. C'est le fun de faire des affaires plus simples. Alors, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. C'est une bonne solution dernière minute. Sur ce, merci Camille. Bon épisode, mon beau je te souhaite un bon épisode, ma belle Camille. Aujourd'hui, on reçoit un réalisateur, un vidéaste, je dirais même YouTuber, parce que tu as publié des vidéos depuis près de 10 ans. Wow! Tu abordes des thèmes essentiels tels que l'anxiété, la solitude, l'environnement, l'amour et j'en passe. Raconter des histoires, c'est de famille pour toi. Émile Roy, bienvenue à la vie sociale. Merci de l'invitation. On est vraiment content que tu sois là.
très content de pouvoir discuter avec vous deux aujourd'hui. On a plein de beaux sujets à aborder avec toi. Premièrement, je veux savoir comment vas-tu? Très bien. Ouais. Là, c'est le début de l'année. C'est comme une période un peu où on se projette pour une nouvelle année. Moi, je reviens de l'Amazonie. J'étais en tournage. Ça a été une expérience très intense pendant 2 mois là-bas au Brésil. Puis là, je reviens. Puis là, c'est un peu comme on rentre dans de la post-production. J'essaie de aussi développer des nouveaux projets, des nouvelles idées. Puis je pense, comme beaucoup de gens, je suis l'actualité aussi en ce moment. Puis c'est un peu rock'n'roll en ce moment, avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc, j'essaie de suivre tout ça, puis de naviguer là-dedans, puis de voir quels sont les prochains beaux projets. Surtout quand tu reviens de l'Amazonie, j'ai l'impression que là-bas, le monde s'est un peu arrêté pour toi parce que c'était tellement une expérience extraordinaire. Quand tu reviens ici, puis là, tu vois tout ce qui se passe dans le monde, c'est rough. Ouais. Mais c'est intéressant parce que moi, j'étais... tu sais, quand il y a eu l'élection de Trump, j'étais en Amazonie et je me rappelle, j'étais avec des communautés autochtones, des jeunes de mon âge autochtones en Amazonie, et eux suivaient en même temps en direct l'élection américaine parce que ça allait avoir, dans tous les cas, un immense impact sur eux aussi. Tu sais, la gestion de la forêt en Amazonie allait être affectée par ce qui allait se passer aux États-Unis. Donc, puis là, je me rappelle, le lendemain matin, j'arrivais en tournage avec eux, puis carrément des gens même qui pleuraient, qui étaient vraiment très tristes parce qu'ils disaient, ça va dire, il va y avoir plus de feu, plus de déforestation, ça va recommencer plus fort qu'avant. Et c'était très émotif pour beaucoup de gens là-bas en Amazonie. Donc, même quand on est loin de l'actualité, on est jamais très loin finalement. Puis toi qui connais beaucoup de choses par rapport à ça, ça a été quoi ton feeling quand il a été élu, mettons? Comment tu t'es senti? C'est difficile parce que Trump touche énormément. Trump rejoint énormément de gens. Tu sais, Trump, il y a quoi? Il y a des dizaines et des dizaines de millions, je pense que c'est 60 millions, 70 millions d'Américains qui ont voté pour Trump. C'est pour une raison. Je pense que le monde, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Tu sais, j'en parle dans la vidéo sur la solitude. Puis, tu sais, c'est un constat. Aujourd'hui, il y a de l'inflation, il y a des grandes crises sociales, il y a des crises en immigration, il y a des crises... Tu sais, le monde, puis il y a toujours eu des crises, puis je pense qu'il y en aura toujours, mais particulièrement depuis la pandémie, on se rend compte que, en tout cas, peut-être notre génération, on se rend compte que le monde n'est pas parfait et qu'on va devoir affronter des grands enjeux. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de familles autour du monde et de gens qui se sentent un peu perdus en ce moment. On peut se sentir perdu et donc vouloir trouver des réponses. Et Trump est arrivé avec des gros slogans, des promesses. Des promesses qui sont attirantes pour quelqu'un qui se sent perdu depuis 4-5 ans. Il y a un discours qui est attirant pour plein de gens. Donc tu sais, on comprend pourquoi il est populaire comme ça. Mais après, là, quand je vois depuis quelques semaines les choses extrêmes qu'il dit... et qu'il fait aussi, quand même. Et qu'il fait, ça fait un peu peur. Ouais. En fait, c'est parce que c'est comme s'il respectait toutes ses promesses. Et très vite. Tu sais, en quelques jours, même le premier jour, il a signé comme des centaines d'executive orders qui mettent en branle des promesses. Puis même sur le climat, c'est terrible de revenir en Alaska. Pour les personnes dans des minorités, le chemin on recule beaucoup en arrière. Là, ça fait très peur. Ouais. Après, j'espère, mon espoir là-dedans, j'ai 2 espoirs là-dedans. Un, que le système de checks and balances, donc le système institutionnel, permet de ralentir un peu puis le contrecarrer, puis que la Cour suprême dise non à certaines de ces actions-là. Puis on le voit déjà que Trump, il s'est déjà fait dire non dans le passé. C'est possible de le freiner. Et 2, que d'autres systèmes sortent de ça. Des organismes, des gens qui créent des projets dans la société, qui, eux, prennent du pouvoir et créent des projets qui permettent d'aller de l'avant avec les changements climatiques, que les solutions viennent aussi des gens et des organismes et moins peut-être du gouvernement, tu sais. Ben moi, j'ai envie de... commence directement fort. J'adore, mais... Je trouve ça très bon parce que ça va créer... C'est comme si ça nous forçait, comme société, à créer des nouvelles choses, à s'organiser autrement. Aussi, tu sais. Ben on n'aura pas le choix. T'sais, on n'a pas le choix. Puis le monde évolue
très, très vite en ce moment. Trop vite. Trop vite pour beaucoup de gens. Ouais. Tu sais, c'est impossible de suivre. Et d'ailleurs, c'est une stratégie de Trump. D'ailleurs, j'ai partagé il y a quelques jours une vidéo du New York Times qui analyse un peu les communications de Trump. Et son conseiller en communication a dit il y a 1 an, notre stratégie au premier jour de Trump, ça va être, on va inonder les médias d'informations. On va inonder les médias. Et c'est une stratégie parce qu'il dit, comme les médias n'ont pas le temps d'analyser en profondeur chaque chose qu'on dit, chaque promesse, eh bien, ils vont être un peu perdus dans cette marée d'informations, laquelle est vraie, laquelle est pas vraie. Et donc, pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir faire ce qu'on veut derrière. C'est une stratégie, puis c'est le premier conseiller en communication de Trump qui l'a dit. Donc, c'est ça leur stratégie. Inonder les gens de mille et une émotions, mille et une informations. On le ressent ici, même au Canada, avec tout ce qui se passe sur le 51e État et tout ça. Ils nous inondent C'est une tactique aussi pour cacher un peu les choses plus importantes. Là, récemment, justement, il a parlé des pailles. C'est-tu vraiment urgent là, de revenir en arrière à ce point-là? C'est une façon aussi de cacher un petit peu. Il y a quelque chose de presque, c'est presque un sketch c'est ce que je trouve absurde de Saturday Night Live, dans tout ce qui se passe dans le monde. Qu'une priorité avec autant d'émotions, tu mets, on va revenir en arrière sur les pailles, on va revenir aux pailles en plastique. Je trouve ça fou. Mais c'est le monde. C'est le monde dans lequel on vit. Les gens ont besoin de trouver des solutions parce qu'on se sent perdu. Puis une des causes, c'est la solitude dont j'ai parlé. Mais je pense que plus largement, et notre génération, je sais pas, vous avez dans la vingtaine. Vous êtes dans la vingtaine? On est dans 33. La trentaine. Ah, 33. Mais toi, t'as quel âge, toi? T'es plus 26, jeune que nous? 25. Moi, j'ai 25, bientôt 26. ans. 26, le 20... 28 février. C'est ça, vous êtes tous poissons. On là. est poissons tous les deux, 20 février, moi. Ah bon? Mon Dieu, je pensais pas que t'étais plus jeune que nous. Ah bon, ben... Mais les gens, des fois, me donnent plus vieux, ce qui... Bon, c'est ton intelligence. Je ne vais pas m'inquiéter trop, mais merci. Mais tout ça pour dire, oui, on est dans notre génération, parce que j'essaie de regarder notre génération et comment on se sent. Je pense qu'on est beaucoup en quête de sens. Parce 100%. Qu'on n'a plus de réponse définitive sur... On n'a pas une religion qui nous guide, une idéologie qui nous guide, un système politique qui nous guide. On a 1000 philosophies, idéologies, on est bombardé spiritualité. Puis chacun, c'est un peu le New Age, chacun choisit, pique à droite, à gauche, les spiritualités, les idéologies qui vont avec nous. Mais ce qui fait que c'est toute la tâche de se créer son monde, son sens, revient sur nous, pour beaucoup de gens. C'est un gros poids. C'est difficile de ne pas avoir de sens qui est donné. C'est parce qu'on a tellement accès à tellement d'informations, puis on se fait tellement écouter, puis les algorithmes font tellement en sorte que dès que tu t'intéresses à une chose, ben c'est juste ça qu'on te pousse, que j'ai l'impression que dès que tu commences à réaliser qu'il y a plein d'idéologies, plein de façons de voir, ben c'est là qu'on est comme mêlé parce que tout fait un peu de sens, tu sais, quand tu t'intéresses à tout. Fait que comment faire pour vraiment trouver ce qui est propre à toi? Fait que je pense que ça revient vraiment à apprendre à se connaître. Puis ça, c'est la chose la plus difficile. Puis je pense que c'est le travail d'une vie d'apprendre à se connaître, tu sais. Ben oui. Je salue ma grand-mère Monique qui a 92 ans, qui m'a dit il y a quelques mois, des fois, Émile, je me demande encore qu'est-ce que je vais faire quand je vais être plus grande. Oh my God. Elle a 92 ans. Ah, j'ai eu un frisson. Donc, c'est le travail d'une vie, comme tu dis. C'est toute sa vie, on essaie de s'approcher de qui on est, puis jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'on évolue, on change. Fait que même si on pense qu'on sait qui on est, dans 4 ans, on va être quelqu'un d'autre. Puis là, il faut comme recommencer des fois un processus. Des fois, ça va être la maladie, la mort, une situation où que là, tout chamboule. Puis là, il faut que tu réapprennes à te connaître, à défaire des croyances que tu avais. Est-ce que le fait justement qu'on est bombardé d'informations puis on a toujours accès à tellement de choses, ça fait qu'on s'éloigne entre nous? Est-ce que mais là, parlons-en là, de l'épidémie de solitude moderne. Oui, parlons-en. Ben, moi, honnêtement, je dois te le dire, c'est extraordinaire ce que tu fais. Vraiment, moi, je le pense, je vois ça, j'ai beaucoup d'admiration. Je trouve que c'est un travail essentiel et j'espère que les gens qui écoutent la vie sociale vont s'intéresser à ça puis aller voir ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'on t'a invité ici aujourd'hui parce que, tu
Tu sais, souvent, on est plus dans les trucs en surface, puis on est très showbiz, puis on aime bien ça. Sauf que quand j'ai regardé, quand je suis tombée sur ce que tu faisais, je veux dire, je te suis depuis quand même longtemps, mais j'ai trouvé que cette vidéo-là, ça s'appelle « L'épidémie de solitude moderne ». Je sais pas si c'est ça le titre sur YouTube, je pense que oui. L'épidémie de solitude. Cette vidéo-là est disponible sur ta chaîne YouTube, et là-dedans, c'est à peu près une vingtaine de minutes où tu fais une enquête sur la solitude qui nous habite aujourd'hui, puis essayer de comprendre dans le fond d'où ça vient, c'est quoi, pourquoi. Et ça m'a quand même vraiment profondément touché ce que les gens disaient, parce que tu rencontres des gens qui partagent leur histoire, leur vécu. De tous âges. Et je me suis reconnue dans plusieurs personnes là-dedans, tu sais, que moi aussi profondément, puis on en a parlé l'année passée, on a un épisode là-dessus, la solitude. Moi aussi profondément, je ressens cette solitude, même si je suis entourée constamment de gens, tu sais. Et je veux savoir, enfant premier, pourquoi tu as décidé de t'intéresser à ça? Pourquoi c'est quelque chose qui t'intéresse autant? Est-ce que c'est parce que tu le ressens, toi aussi? Ben, c'est comme un embranchement de plein de timing. Moi, oui. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même dans les dernières années. Tu sais, t'arrives dans la vie adulte, t'es plus à l'école, t'es plus encadré par une structure. On va dans des événements, on travaille en équipe et tout ça, mais quand même, la vie adulte, en Occident, on est quand même beaucoup seul. Si t'es célibataire, par exemple, t'es plus seul aussi. Moi, j'ai eu des moments dans les dernières années aussi parce que je travaille beaucoup. Et ça, j'en parle dans la vidéo sur la solitude. C'est une des causes pour moi. On veut beaucoup travailler, on veut beaucoup performer. Donc, ça favorise un peu, je pense, la solitude parce que tu finis une journée de travail de 12 heures, de 14 heures de travail. Tu rentres chez toi, t'es tout seul, puis tu recommences le lendemain. Il y a une boucle un peu infernale. Je l'ai vécu. 2, je faisais de la recherche parce que un autre sujet que j'aime beaucoup, et c'est une prochaine vidéo que je veux faire, c'est sur l'amour. J'ai parlé d'amour quand même dans quelques projets au fil des années, mais là, je veux faire une vraie bonne vidéo qui analyse l'amour moderne dans les prochaines semaines. Aussi avec des témoignages de gens et tout ça. Donc là, je suis dans l'amour, mais pour parler d'amour, pour moi, avant de parler des relations amoureuses et du dating et tout ça, il faut d'abord comprendre la solitude. Parce que je faisais des recherches puis je voyais qu'effectivement, beaucoup d'études disaient qu'il y a peut-être une épidémie de solitude, surtout en Occident, surtout dans les grandes villes. Beaucoup de gens disent se sentir très seuls. Donc, je l'ai ressenti. 2, j'ai vu dans ma recherche qu'il y a beaucoup de gens qui disent se sentir seuls. Puis 3, j'ai fait un appel à tous sur mes réseaux. J'ai dit, bon, si je veux parler de solitude, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient témoigner de ça? Puis là, on se dit, qui aurait le courage, devant une caméra, de parler de solitude quand même? T'sais, sur ceux qui en vivent, il y a une petite fraction seulement qui accepterait d'en parler à une caméra. Puis j'ai eu plus d'une centaine d'inscriptions. Quand même. Pour en choisir une quinzaine qui justement, d'âges différents, qui se complètent et tout. Et je les ai rencontrés. Ça a été 2 journées de rencontres où ces gens-là, à première rencontre, ce qui est vraiment frappant, c'est que je les rencontrais, ils étaient hyper souriants, hyper cool, attirants, lumineux, rayonnants. Ils avaient l'air, tout à fait normal, comme n'importe qui. Et pourtant, la caméra s'ouvrait, puis après 10 minutes, je me sens très seul. Je sais pas si j'ai des amis sur qui je peux compter. Dans des moments, je ressens vraiment un vide autour de moi. Je sais pas si c'est juste moi. Il y a une distance avec les gens qui m'entourent. J'ai peur de déranger aussi, ça revenait beaucoup. Ouais. J'ai peur d'aller vers les gens puis de les déranger. Les gens s'ouvraient beaucoup. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et donc, j'ai fait cette vidéo-là. Puis je pense... Puis après aussi, autour de moi, j'en ai parlé. Et je pense qu'on en vit tous, la solitude. Je pense qu'on est tous... On a beau avoir une vie en apparence extraordinaire, entouré de gens, dans la lumière et tout. Je pense qu'on vit tous. Et même parfois, ceux qui ont l'air le plus d'être entourés et d'être dans la lumière sont ceux qui vivent le plus de solitude. On pense souvent justement aux stars hollywoodiennes, qui disent souvent plus ils ont du succès, plus ils ont de l'argent, plus ils s'enferment, plus ils sont seuls, Puis je trouve ça beau des fois de comprendre en fait la dichotomie là-dedans, de penser que... En fait, moi, je trouve ça assez spécial que dans les grandes villes, c'est là où on se sent le plus seul. C'est fou. Quand il y a tellement de gens partout, Puis et on peut prendre l'analogie des réseaux sociaux aussi. La grande ville que sont Facebook et Instagram, c'est comme une grande ville. Et pourtant... Pour connecter les gens, mais en même temps... C'est comme la plus grande ville qui a été créée, la plus facile pour connecter avec les gens. En 1 seconde, tu peux écrire à n'importe qui. Et pourtant,
on passe notre temps, et moi-même, on passe beaucoup trop de temps devant les écrans. Et les études disent, plus tu passes de temps devant les écrans, moins tu te sens bien, plus tu peux sortir de l'anxiété et de la distance par rapport au monde. Donc, et même chose avec les villes, tu peux être dans un building avec 400 appartements, des gens à 1 mètre de toi derrière le mur. Ils vont pas et se pourtant, parler. les 400 vont se sentir C'est seuls vrai. et rentrer chez eux et cuisiner leur pâtes. Il y a quelque chose de triste là-dedans, je trouve. Ben c'est vrai, je me rappelle quand j'habitais dans un bloc à condo, on était 200. Je connaissais 1 personne, 2 personnes, mais là où j'habite dans un quartier normal, je connais tous mes voisins, on connaît tous nos noms, nos numéros de téléphone. Il y a comme un sentiment plus de communauté, de support aussi qu'on ressent face à ça. T'sais. Il y a quelque chose que tu dis dans cette vidéo-là. Tu dis, en 2003, une personne de 18 ans passait en moyenne 2h30 par jour avec ses amis. Puis aujourd'hui, cette même personne passera en moyenne 40 minutes par jour avec ses amis. Ouais. C'est un déclin de 70%. Est-ce que ça s'explique seulement à cause des réseaux sociaux? Je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne partie. On a l'impression qu'on remplace du temps en vrai avec des textos ou FaceTime ou etc. C'est une fausse impression parce que on peut pas remplacer le contact en vrai. Mais non. Moi, je le vois quand je rencontre des gens, ça fait un immense bien. Voir des amis, comme ça se remplace pas, ça. Mm-hmm. On est des animaux. Voilà, on est des mammifères. On a besoin de contact physique. On a besoin de la chaleur des gens. Mais c'est pas juste les réseaux sociaux. Je pense qu'on s'isole aussi. Tu sais, moi, j'ai 4 grandes raisons dans la vidéo. C'est ça que j'allais te demander. Il y a 4, les expliquer. Explique-nous. Il y a 4 grands facteurs, selon ma recherche, qui n'est pas complète, mais c'est comme 4 grandes catégories qui amènent la solitude, je crois, moderne. 1, on a tous des besoins. Puis là, je parle de la pyramide de Maslow. Oui, c'est très bien expliqué dans ta vidéo. Merci. J'ai adoré. Avez-vous un peu à l'école, vous, la pyramide de Maslow? Oui, quand même, oui. Bon, fait que c'est les besoins en ordre de priorité, les besoins physiologiques, tout ce qui est dormir, manger, boire, sinon on meurt. Bon, ça, c'est les premiers besoins. Ensuite, les besoins de sécurité. Tout le monde veut pouvoir être dans sa maison puis se sentir en sécurité. Et le 3e besoin en ordre de priorité, c'est amour et appartenance. Avant tout ce qui est travail, reconnaissance, nos besoins esthétiques, nos besoins d'estime, ça vient après l'amour et l'appartenance. Et je pense que beaucoup de gens, et moi-même, et peut-être c'est notre génération, peut-être c'est notre époque qui encourage ça, on a inversé, consciemment ou inconsciemment, la pyramide de Maslow. On commence en entrant dans l'âge adulte avec nos besoins d'estime, de reconnaissance, nos besoins esthétiques, d'avoir un certain style de vie, une certaine lumière. Et donc, on travaille très fort, on plonge là-dedans, corps et âme, et on oublie, en tout cas, on met un peu de côté nos besoins d'amour et d'appartenance au début de la vie adulte. Alors que peut-être que ça devrait être l'inverse. Tu sais. Quand tu parles d'un besoin esthétique, c'est quoi? Ça veut dire... Et je pense que c'est tellement frappant à notre époque. Puis moi, j'ai une petite sœur qui a 11 ans qui commence à dire le mot esthétique. Elle dit ça, c'est esthétique. Puis là, elle replace certains trucs sur la table. C'est la beauté. Oui, elle dit attends, c'est pas assez aesthétique. Elle dit c'est pas assez aesthétique. Puis là, elle replace les chandelles sur la table. Puis tu sais, c'est comme on nous a forgé des idéaux de beauté et des images très fortes qu'on a envie de reproduire. Puis moi, je le vois dans la mode, je le vois dans la vidéo, les images qu'on met sur Instagram, je le vois dans la décoration d'un appartement où il y a des symboles, il y a des petits trucs qu'on a envie de reproduire, des images. Et, c'est un peu comme ici. Oui, c'est ça, on est victime. Mais t'en as parlé dans ta vidéo justement du trend TikTok, Instagram, de genre romanticize your life, de romantiser notre vie. Puis là, c'est comme, bon, on lit le petit livre doucement dans le bain avec des pétales de rose. Mais ça fait-tu en sorte qu'on trouve notre vie plate, tu sais? Parce que c'est pas de même dans la vraie vie, mettons. Moi, je suis le premier à vouloir reproduire des images dans ma vie. Et d'ailleurs, en réalisation, en vidéo, c'est un peu ça que je fais de ma vie dans tous les cas. Donc, je vais pas aller à l'encontre de ça, mais il faut juste se poser des questions. Pourquoi j'ai envie de telle ou telle chose? Pourquoi j'ai envie de reproduire telle ou telle chose? Pourquoi j'ai envie d'avoir les mêmes, je sais pas, le même hoodie que tout le monde, ou la même Stanley Cup, la tasse d'eau que tout le monde. Puis ça, il y a un peu de conformisme aussi là-dedans, mais est-ce que c'est une image qui vraiment vient de moi? C'est moi qui ai envie d'avoir ça? Ou c'est une image que c'est TikTok, puis c'est les réseaux sociaux, puis c'est des codes sociaux qui nous ont imposé ça un peu?
Et donc, on travaille très fort pour avoir cette vie-là, comme celle qu'on voit un peu sur les réseaux et à la télé, dans les médias, qui nous a été vendue aussi par des célébrités. Puis c'est aussi la culture de la célébrité qu'on veut atteindre un peu, qu'on veut reproduire, qu'on veut... Donc, donc, beaucoup de gens, et ça me touche moi-même, le début de notre vie adulte, on le passe un peu plus à vouloir reproduire ces images esthétiques plutôt que se dire, bon, qui suis-je? Et essayons de me former une base d'amour et un cercle social et ensuite, on verra. Mm-hmm. Mais il n'y a rien de plus beau, effectivement, que l'esthétique de la vie, mais une fois qu'on a les bases, tu sais. Fait que ça serait le numéro 1. C'est ça. L'inversion. faut keep Tout track, ça, c'est le numéro 1. Ouais. C'est qu'on inverse. Mais pour moi, c'est un des plus essentiels. Ensuite, individualisme. Je pense et je le vois en voyage beaucoup quand on sort du Canada ou de l'Occident. Je l'ai vu en Europe de l'Est. Je suis allé un été en Europe de l'Est avec un ami qui est roumain, dans des pays ex-communistes. Puis tu vois quand même encore beaucoup, eux, chaque souper, chaque dîner... C'est beaucoup la culture de la collectivité. J'ai habité 5 ans à Budapest, je peux confirmer. Il y a vraiment quelque chose en Europe de l'Est qui est très, très, très différent d'ici. Même au Japon, le soir aussi, tout le monde se rejoignait dans le parc sur un turf, là, puis tout le monde mangeait leur truc ensemble, puis je trouvais ça beau, puis ça m'avait full touché aussi de voir ça, qu'on n'a pas tant ça. Peut-être plus l'été aussi, là, mais on le fait fait pour des événements, t'sais. mais c'est pas... C'est-à-dire que c'est pas ancré en il y a des cultures pour qui c'est le quotidien, c'est la base. C'est même pas exceptionnel en fait, puis au Brésil, puis j'en ai l'exemple le plus frappant dans les communautés autochtones, ils se réveillent le matin, c'est un petit village, c'est une grande famille, ils sont tous ensemble, ils prennent leur café, ils vont faire une activité, ils vont dans le champ, ils vont dans la forêt, ils sont ensemble, ils reviennent, les soupers, c'est toujours ensemble, il n'y a pas de question de on fait ça séparément, c'est une grande famille, ils vivent tout ensemble. Et pour la grande majorité de l'histoire de l'humanité, on vivait en collectivité. Et là, c'est récent dans l'histoire. Pour se rendre compte, je pense que ça fait moins de 200 ans qu'on est autant dans une culture individualiste où on dit « Let's go, self-made man, tu peux y arriver par toi-même, crée ta vie, être bien seul, sois bien seul, il ne faut pas dépendre de personne, puis cette idée-là. » Et alors que biologiquement, c'est faux. On dépend des autres. Oui. On dépend des autres pour de tout ce qu'on fait dans nos vies. Et en amour, on dépend de l'autre. Une interdépendance qui est saine. Donc, l'individualisme, c'est on se convainc qu'on doit faire les choses seul, alors qu'en réalité, on a besoin des autres. Donc, ça, c'est une autre partie des causes de la solitude. Ensuite, il y a la technologie, qui est le numéro 3, dont on a parlé. C'est les réseaux sociaux, c'est les écrans qui sont très accessibles et qui peuvent donner l'impression de remplacer le contact en vrai. Et quatrièmement, c'est la polarisation. Puis on en a parlé au début, mais je pense que le monde, parce qu'on tire vers les extrêmes, parce qu'il y a de plus en plus d'enjeux pour lesquels il faut prendre position, et même à l'intérieur d'un même groupe, par exemple, à l'intérieur de la gauche en environnement, même à l'intérieur de la gauche en environnement, les gens vont s'accuser entre eux de « t'as pas utilisé les bons mots, t'as pas fait telle chose, t'es pas allé t'as pas dit... » Donc, même à l'intérieur d'un même groupe, qui a à peu près les mêmes opinions, les gens vont se pointer du doigt, vont se lancer des pics, vont s'éloigner même les uns des autres. Parce que les enjeux deviennent très viscéraux et émotionnels. Et on a de la difficulté à se parler les uns les autres, ce qui est terrible, parce qu'on devrait pouvoir se parler tout le temps. C'est-tu un manque d'empathie qu'on a développé ou d'être rigide des fois à des points où on n'est tellement pas d'accord avec quelque chose qu'on est prêt à lancer la personne dans le bûcher, là, tu sais? Ben, c'est une bonne question. Je pense je pense que les gens sont de plus en plus enfermés dans des bulles idéologiques sur les réseaux c'est de plus en plus difficile pour eux de voir ou d'être associés à des gens qui sont pas dans leur même monde, dans leurs mêmes opinions. Quand tu es dans une même bulle, puis tu sais, sur Meta en ce moment, les médias d'information sont bloqués. Je me rappelle, sur Facebook et Instagram, les médias d'information, les journaux, tout ça, la presse, le devoir, c'est bloqué. On l'oublie. On l'oublie, mais c'est important de le dire parce que ce qui reste donc sur ces médias-là, c'est surtout des comptes personnels et des comptes d'activisme. Il y a encore des institutions, des pages et tout ça, qui sont surtout, qui ont souvent un angle. Puis tu sais, moi-même, quand je publie sur Facebook et Instagram,
j'ai mon angle, ma sensibilité. Souvent, il y a de l'opinion quand même là-dedans. J'essaie d'être rigoureux dans mon traitement des informations et tout, mais quand tu vois un post Instagram aujourd'hui, faut faire attention parce que souvent, je vois des gens partager en masse un même graphique sur Instagram ou un même... Puis c'est très souvent... Biaisé. Mais il y a beaucoup de désinformation. Il y a de la désinformation, mais aussi, il faut juste savoir que c'est souvent... ça vient avec un angle, ça vient avec une opinion, tu sais. Puis la vérité... elle est toujours nuancée, elle est toujours complexe. Malheureusement, elle est bloquée sur Meta, puis 2, c'est pas ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux. Donc, toi, tu vas penser, plus le temps avance, plus tu penses que la vérité ou la nuance ou le milieu est de plus en plus vers l'extrême, vers ton côté, soit vers la droite, soit vers la gauche. Tu te dis, ça, c'est la base. Donc, tout ce qui est à droite... Bon, là, je me trompe avec les directions, mais tout ce qui est à droite, c'est vraiment à droite. Tout ce qui est à gauche, c'est vraiment à gauche. Mais ça, c'est ma réalité à moi. Alors que, au moins, quand il y a des médias d'information comme la presse, comme Le Devoir et tout ça, ils donnent un peu une boussole de dire, bon, ils nuancent un peu les choses. Parce qu'ils ont un processus journalistique. Et c'est important d'avoir ça dans une société pour, des fois, ramener la boussole plus au centre. Là, et de dire, il y a différentes opinions qui existent. T'sais. J'aimerais faire peut-être la nuance entre être seul puis la solitude. Il y a une différence. Je l'ai entendu dans un podcast anglo, mais serais-tu capable de m'expliquer la différence entre on peut être seul et pas ressentir de solitude. Voilà, OK, parfait. On peut être seul et seul. Moi, j'ai besoin de moments seuls. Ouais. Je pense, vous-même, peut-être, certainement. Tout le monde, je pense, en a besoin de moments seuls. Moi, j'ai besoin de beaucoup de moments seuls. Mais tu peux ressentir pareil. Tu es un poisson comme moi, donc je peux comprendre. Pour la créativité, pour réfléchir. C'est vrai, c'est un truc de poisson, ça, non? Je pense que les poissons sont... En tout cas, moi, on a besoin de créer, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'être dans notre sensibilité. Et moi, j'ai besoin d'être seul pour écrire, pour faire de la recherche, pour penser, pour plein de moments de la vie. Puis c'est bon, c'est nécessaire, puis c'est inévitable, puis tant mieux. Donc, être seul ne veut pas dire ressentir de la solitude. C'est ça, je veux qu'on fasse la nuance. Et à l'inverse, tu peux être dans un party de Great Gatsby, entouré de milliers de gens qui te chill avec du champagne et te sentir très seul. Te sentir beaucoup de solitude. Donc, là, c'est une émotion, c'est un ressenti, puis c'est pas lié, puis ça, c'est intéressant, c'est pas lié à ce qui t'entoure. Moi, ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, être seul, c'est un statement physique, donc d'être seul, tout seul dans l'environnement. Puis la solitude, c'est vraiment une émotion qu'on ressent. Comme tu dis, on peut ressentir la solitude, mais être dans un party avec des gens. Puis on peut être seul et ne pas ressentir la solitude aussi, tu sais. Exact. Je trouve ça juste bien parce que peut-être qu'il y a du monde qui vont faire, là, moi, je suis tout le temps seul, mais tu sais. Fait que non, c'est bien aussi d'être seul. Faut pas dire non plus, va avec du monde pour pas te sentir seul parce que c'est pas nécessairement vrai, tu sais. Oui, puis des fois, c'est en étant seul, mais bien, qu'on apprend à être mieux avec les autres. Absolument. Ou inversement, des fois, on est avec des gens, puis on se dit, là, j'aurais peut-être mieux fait d'être seul aujourd'hui, puis finalement de lire un roman. Ça nous est tout déjà arrivé. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive régulièrement. Mais vous, puis je suis curieux parce que ayant rencontré beaucoup de gens, parler de solitude dernièrement, y a-t-il des moments dans vos vies à vous où vous ressentez plus, ou des triggers un peu qui vous font ressentir un peu plus de solitude? Moi, je pense que dernièrement dans ma vie, c'est que je suis dans la période de ma vie où je suis le plus heureux, où je ressens plus le bonheur au quotidien. Et c'est le seul moment de ma vie où je suis célibataire depuis les dernières années. Et je ressens cette solitude-là profondément quand j'ai envie de partager mon bonheur avec d'autres personnes. Des moments que je vis, des émotions intenses, j'aimerais ça les partager. Et quand je me retourne, il n'y a personne avec qui les partager. Alors, il y a ce sentiment-là qui m'habite. Et ce que j'ai trouvé spécial dans ta vidéo, c'est qu'on parle de self-made man ou genre réalise tes rêves, vas-y, pars tout seul, fais ci, fais ça. C'est des choses que j'ai fait. Et ça, je vais chercher un bonheur là-dedans, tu sais. Ça me fait du bien. J'ai l'impression que je me fais davantage confiance. J'ai l'impression que je suis bon de pouvoir le faire. Je suis capable. Tu sais, en revenant, je suis allé au Danemark récemment seul. Puis quand je suis revenu, la première chose que j'ai dit, c'est « Hey, j'ai été capable de le faire tout seul. J'ai pas besoin de personne pour réaliser ces choses-là. » Et je trouve ça assez spécial qu'on dit, effectivement, on a besoin des autres pour faire des trucs, tu sais, parce que c'est pas tout négatif de faire des choses seul, tu sais. Mais je pense que c'est dans ces moments-là, pour répondre à ta question, c'est quand je me sens vraiment heureux
Puis tu as envie de le partager. J'ai envie de le partager. C'est dans les moments de partage que je trouve parfois que je me sens seul, tu sais. Mais... Est-ce que tu le partages, mettons, à des amis proches de la même manière ou c'est jamais exactement de la même manière qu'un partenaire amoureux? Exact. C'est pour ça je suis un bon candidat pour ton prochain documentaire. Parce que moi, je vais lancer d'ailleurs l'appel à tous très bientôt. Donc. Je vais participer à ton appel à tous. Non, mais l'amour, c'est tellement quelque chose qui est au centre de ma vie et tout ça. Puis bon, je suis beaucoup dans les émotions. Poisson ici, on se comprend. Je ressens les émotions de tout le monde, mais je vis toutes sortes d'émotions aussi. Puis je suis toujours dans les émotions. Puis j'ai l'impression que je dois redéfinir maintenant dans ma vie que c'est pas juste à travers un rapport amoureux, mettons, que je peux aller chercher tous mes besoins, mais que je peux les trouver ailleurs aussi. Mais j'ai l'impression qu'avec la pandémie, moi, ce que ça a fait, c'est que je me suis beaucoup isolé. Déjà que j'étais quelqu'un qui était très anxieux socialement, difficulté à aller vers les gens. Ça surprend souvent les gens parce que ma personnalité montre pas ça. Sauf que c'est ça qui est difficile pour moi, c'est que les gens pensent que je suis hyper comme ça, mais dans ma vie personnelle, je vais pas vers les gens, je suis plus réservé, plus gêné. Alors, la pandémie, ça a comme exacerbé tout ça. C'est comme si c'est encore plus difficile, 5 ans plus tard, d'aller vers les gens. Et c'est un défi quotidien que j'ai de le faire. Et je le fais davantage et je suis content de le faire. Mais c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'efforts. Et ça, tu penses que c'est la pandémie, c'est le confinement en particulier qui... C'est le confinement. Je pense que c'est le confinement et c'est aussi cette zone de confort que la pandémie m'a apporté dans ma vie. On a aussi glorifié le fait d'être seul pendant le début de la pandémie. Tu sais, yes, nos amis cancellent ou exact. On est bien un chez acte nous héroïque seul, là, de rester chez soi. Puis moi, je l'étais vraiment parce que moi, je tapais ses nerfs de tout le monde. Moi, je respectais, là. Moi, je respectais à la lettre. Moi, je voyais personne. Mais tu suivais les points de presse avec... Moi, j'étais vraiment assidu. Mais oui, je pense que la pandémie a fait en sorte que j'ai développé un certain confort chez moi, un certain confort dans ma solitude et cette impression de ne plus devoir rien à personne, de pouvoir juste être avec moi-même. Mais je me rends compte à long terme, depuis que c'est terminé, qu'on peut pas vivre sa vie comme ça. Tu sais, je peux pas vivre ma vie constamment seul. J'ai vraiment besoin de relations avec les autres. Et pourquoi j'en fais un défi quotidien, c'est parce que quand je vis des moments avec les autres, je le vois, le bonheur que ça me procure, tu sais. Je le ressens. C'est automatique, tu sais. C'est de l'énergie, c'est un boost, tu sais. Alors, c'est ça dans la vidéo aussi, comme ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui est revenu le plus de toutes les personnes que tu as rencontrées? Mettons, une chose qui revenait le plus souvent. Parce que même si on est tous différents, j'ai l'impression que on est beaucoup plus pareil que qu'est-ce qu'on peut imaginer. Énormément. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit ça. C'est une intuition que j'ai. Peut-être que je suis naïf, optimiste aussi, mais je crois vraiment qu'on se ressemble beaucoup plus qu'on est différent. D'ailleurs, j'ai un tatou de pont ici que j'ai depuis l'Europe de l'Est que mon ami Vlad a le même. Puis c'est justement un petit symbole, aller vers les gens. Faire le pont, aller vers les gens, on se ressemble beaucoup plus. Et quand tu parles aux gens un à un, je trouve qu'on a beaucoup de similitudes en général. On a les mêmes envies, les mêmes peurs générales, je crois. Les êtres humains, on a envie d'aimer, de se sentir bien, de s'accomplir, d'être en sécurité. Tu sais, on se ressemble. Je trouve que ça, on l'oublie. Qu'on est plus pareil qu'on pense. Puis sur la solitude, dans mes rencontres avec les gens, ben, tu sais, c'est ce qui revenait le plus. Les gens étaient pas désespérés. Les gens, à la fin, tu sais, je posais une question, je disais, c'est quoi la plus belle qualité des êtres humains? C'est intéressant parce qu'après 30 minutes, après 30 minutes où on parle de solitude, puis c'est assez, c'est touchant, puis on est plus dans des émotions plus difficiles. Là, je dis, c'est quoi la plus belle qualité des êtres humains? Et puis là, je l'ai mis dans la vidéo à la fin, puis c'est un florilège c'est l'empathie, c'est la résilience, c'est notre écoute, notre générosité, l'amour qu'on peut donner aux gens. C'était beau. Et les gens, on a beau vivre des moments très difficiles, on perd pas ce besoin d'aimer et cet optimisme profond. Je pense que les gens profondément ont envie d'aimer, d'être aimés, ont envie d'aller vers les gens, ont une forme d'espoir. Je pense que l'espoir revenait quand même beaucoup chez les gens. Moi, c'est important pour moi, l'espoir. Donc, ça revenait quand même. T'sais. Puis moi, je suis sorti de ces 2 jours-là de tournage, de rencontre, avec beaucoup d'espoir, malgré le fait que c'était
les gens me racontaient des moments de vie difficiles. À chaque fois qu'on se quittait, puis il y avait une force, on se disait, bon, là, on va avancer ensemble, on va trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis pas inquiet pour toi. Puis c'est un moment sociétal qu'on vit où beaucoup de gens vivent de la solitude. C'est un fait. On est beaucoup à sentir comme ça, mais on va trouver des solutions, puis ça va bien aller. Puis il y a tellement de moments, moi, peut-être que c'est parce que je suis poisson aussi, puis... Mais c'est quoi? C'est la vérité. Ben oui, mais toi, t'es pas poisson. Non, donc moi, je suis vierge. Elle est vierge, on connaît une compatibilité parfaite avec elle. Mais Ouais. il y a tellement de moments dans ma vie où je suis seule, puis parce que moi, je suis très indépendant, je fais mes choses, tout ça, je m'empêche pas de vivre à cause de ça. Et il y a tellement de moments où je remarque autour de moi des gens seuls aussi. Et si il n'y avait pas la gêne ou la peur qui m'habite tout le temps, constamment, d'aller vers l'autre, je le ferais. Aller vers les autres. Quand je suis au restaurant, quand je suis au cinéma, quand je suis au musée, quand je vois quelqu'un qui a l'air de s'intéresser aux mêmes choses que moi, si cette part-là n'existait pas en moi, j'irais vers les autres. Puis j'ai l'impression souvent qu'on passe tellement à côté de liens possibles qui pourraient changer nos vies à cause de la peur. Mais tu sais, je dis que c'est la peur. Est-ce que c'est réellement ça? J'ai l'impression que c'est un peu ça, mais... Mais il dit justement dans une de tes captions, tu as écrit une phrase en portugais qui signifie... On a une bonne recherche. C'est une bonne recherche. Le secret, c'est de ne pas avoir peur. Ouais, exact. Donc, t'en parles de la peur. Intéressant que t'en parles parce que j'ai un post-it même chez moi où je l'écris à chaque jour, je regarde ça parce que c'est quoi qui est écrit ça exactement? Es-tu capable de le dire en portugais? O segredo é não ter medo. Voilà. Le secret, c'est de ne pas avoir peur. Le secret, c'est de ne pas avoir peur. En gros, c'était une journée en Amazonie où on était sur une petite route de terre dans une auto, puis il y avait plu beaucoup la veille, puis on devait se rendre à un village avec un accompagnateur, Micha, moi, et parce qu'il y avait beaucoup plu la veille, la petite mini-route de terre c'était beaucoup de la boue, il y avait beaucoup d'autos qui restaient pris, des petits jeeps qui restaient pris dans la route, et nous, on avait peur de ne pas pouvoir se rendre au village. Et notre accompagnateur, Nevis, que je salue, qui était très drôle et très gentil, puis qui nous a vraiment, très généreux, qui nous a accompagnés dans plusieurs endroits en Amazonie. Nevis, qui conduisait l'auto. En fait, au début, c'était Micha, mon ami, qui conduisait. Puis elle avait justement peur que l'auto, qu'on puisse pas se rendre à destination. Et lui, à un moment donné, a pris le volant et a dit, le secret, c'est de pas avoir peur. Et a juste accéléré. On a juste passé à travers toutes les côtes et alors que toutes les autos restaient prises sur les côtés, nous, on a réussi avec une toute petite auto vraiment pas adaptée à se rendre jusqu'au village. Et parce qu'à chaque fois, il répétait. Puis à chaque fois qu'il y avait une côte, puis le secret, c'est quoi? C'est pas avoir peur. Et là, il avançait, puis il accélérait, puis à chaque fois, on réussissait. Puis je pense, je trouve que c'est symbolique. C'est une belle image, C'est symbolique parce que la vie, je crois, c'est ça. C'est quand on se lance dans les choses à 100%, en oubliant un peu la peur, puis en se disant juste, j'y vais, je donne le tout pour le tout. Ça fonctionne, je pense. Parce que les peurs, c'est quoi? C'est la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur d'être pas aimé. De quoi t'as peur, toi? Ouais, de quoi toi t'as peur? Émile Roy. De tellement de choses. Je veux savoir. Comme quoi? J'ai peur... moi, j'ai une peur quand même du temps qui passe. J'ai peur de l'infini. Donc, l'infini, c'est soit la mort, soit juste le temps infini. Le concept de l'infini me fait très peur, si je me mets à penser à ça. De l'espace, mettons? Ouais. L'idée que les choses peuvent être infinies, ça me fait extrêmement peur. C'est compliqué à expliquer, mais, si je réfléchis au temps, j'ai très peur. Et donc, dans ma vie, je suis impatient de faire les choses. Parce que je me dis, on a juste une vie et j'ai peur de la mort qui, elle, est infinie. Là, je ne vais pas rentrer trop deep dans la mort et tout ça, et donc, dans le moment qui n'est pas infini, qui est la vie, qui est peut-être 80 ans, 90 ans, il faut maximiser les choses. Il faut que je vive tout ce que je peux vivre, tout ce que je dois faire, les relations, les projets, il faut y aller à fond. Donc, ça, c'est une peur. Peur, après ça, j'en ai mille et une. Peur de l'échec quand je fais un projet. J'ai envie que ça fonctionne. Peur, tu sais, j'en ai plein au quotidien. Mais tous les meilleurs moments de ma vie, c'est quand je suis allé au-delà d'une peur, tu sais, aller 100%. En voyage, justement, tu disais aller au Danemark seul, puis t'es allé au-delà de cette peur-là, puis t'es revenu avec une émotion positive.
quand tu sors de ta zone de confort puis t'affrontes quelque chose de nouveau et que t'en reviens, c'est le plus beau moment de la vie. Donc, il faut affronter ses peurs. Tu sais, le secret, c'est de pas avoir peur. Il manque quelque chose à cette phrase-là parce que moi, je pense qu'on contrôle pas ses émotions nécessairement. Parfois, on a peur. Parfois, on est triste. Parfois, on est déçu. Parfois, on est euphorique, joyeux. Mais les émotions, moi, je suis pas, quel est le mot que je cherche? Stoïque. Je suis pas stoïque. Tu sais, la philosophie stoïque qui est quand même... Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de motivation en ligne ou de livres de self-development sur la philosophie stoïque qui disent « Laisse pas les choses t'affecter. Sois solide, sois dur, fais tes choses. Laisse les émotions... tu les regardes comme une vague, puis tu continues. » Moi, je crois que c'est l'inverse, en fait. Moi, je crois que les émotions, c'est la plus belle chose au monde. On les vit. On choisit pas de les vivre. Ils arrivent. C'est une force énorme. Parfois, c'est difficile à vivre. On est triste, on est déçu, mais c'est la plus belle chose au monde parce que après ça, soit t'en fais quelque chose, tu deviens une meilleure personne parce que t'apprends de ces émotions-là, ou tu fais une œuvre d'art avec ça. Tu fais une peinture, puis sur ta rupture amoureuse, t'en fais quelque chose, ou tu les vis tout simplement. Il n'y a rien de plus beau que les émotions. Ça, c'est un poisson qui parlait. ça peut puis pas j'ai être... oublié la question initiale, mais bon, tout ça pour dire que j'aime les émotions. Ben, parlant d'émotions, J'adore les émotions on va parler aussi. de bonheur un peu. Wow! Parce que c'est l'heure de la question bonheur, Émile. Donc, saviez-vous que la qualité de nos nuits dépend aussi de nos habitudes durant la journée? Ben, je pense que je le sais un peu, oui. Donc, ici, on a quelques astuces proposées par Matelas Bonheur pour optimiser notre sommeil, prendre l'air, profiter de la lumière naturelle durant le jour. Donc, on conseille souvent le matin, là, tôt le matin, d'aller prendre une bonne marche, juste d'ouvrir sa fenêtre. C'est ce que tu fais. C'est ce que je fais. Moi, j'ai pas le choix, j'ai un chien, mais de vraiment prendre la lumière du jour, du soleil, là, juste un petit 5 minutes sur ton visage, là, ça t'éveille puis ça te fait du bien. De bouger un petit peu chaque jour, même une courte marche peut améliorer vos nuits. Limitez les stimulants comme la caféine en après-midi. Je vous apprends rien pour éviter de perturber votre sommeil. Et enfin, préparez-vous un espace de sommeil digne de vos rêves avec un bon matelas et des accessoires de qualité. Wow! Je peux confirmer qu'avec Matelas Bonheur, on dort bien. C'est vrai qu'on dort Tu dors bien. sur Matelas Bonheur aussi? Je dors sur Matelas Bonheur et je vous rappelle encore mon accessoire de prédilection. Ah oui, c'est vrai. Que je dors encore toutes les nuits avec. Mon Dieu, je suis tellement grand-mère. Je porte un petit coussin de genoux. Ah oui, c'est vrai. Un petit coussin de genoux parce que moi, je dors sur le côté. Mais donc, c'est ça fait en sorte que réconfortant. les genoux, ils collent pas. Puis c'est bon pour les hanches, la posture et tout. Donc, Wow. si jamais vous voulez vous procurer un petit coussin de genoux ou autre chose, on a le code La Vie Sociale qui vous offre un rabais supplémentaire sur votre commande. Ben, bon magasinage. Ça donne envie. Ça donne envie. Un Notre bon coussin question de genoux. bonheur pour toi, Émile. Oui. Qu'est-ce qui te rend fondamentalement heureux au quotidien? Alors, deux choses. J'ai hâte de savoir Moi sa aussi. réponse. La chose que j'aime le plus au monde, Ouais. c'est faire des rencontres. Ah. Rencontrer des gens. C'est beau, Donc, ça. nous, aujourd'hui, Oui, exact. Parfait. Faire ce qu'on fait en ce moment, venir Donc, ici. t'es heureux en ce moment. Très heureux. Très heureux. Aller en voyage pour rencontrer des gens, être sur un nouveau projet de tournage ou quoi, où je rencontre. Quand je fais des témoignages, même sur la solitude puis donc les gens m'accueillent chez eux, des inconnus qui me font confiance, puis on se rencontre en 30 minutes. Aller vers les gens et en apprendre un peu de leur vie, de leur réalité. J'adore ça et ça m'énergise beaucoup. La deuxième chose, je pourrais dire 1000 choses qui me rendent heureux, mais être actif en général et donc pas être passif par rapport à la vie. Je pense que, comme on disait au début, il y a tellement de choses qui arrivent dans le monde qui sont difficiles à vivre et on pourrait rester passif. Puis des fois, on a besoin de repos, puis on a besoin d'un moment plus en recul du monde. Mais moi, j'aime quand j'agis sur les choses en faisant soit je lance des projets, je lance des initiatives, que ce soit même avec mes amis, tu sais, lancer une initiative d'aller cette fin de semaine, on va tous aller skier ou on va tous aller au Laser Quest ou tu sais, être actif et avec sa vie personnelle en créant des choses et avec sa vie au travail, je crée des projets, des vidéos, des films et c'est ce qui me rend heureux quand je sens que je suis au moins en train d'essayer de faire quelque chose. Ouais, en action, en mouvement. C'est une bonne réponse, ça, parce que j'ai souvent l'impression qu'on peut se décourager vraiment beaucoup aujourd'hui à cause de tout ce qui se passe dans le monde.
Tu sais, souvent, moi, ce que j'entends, c'est, ben, avec tout, tu sais, qu'est-ce que moi, je peux faire? Ouais. Tu sais, il y a plusieurs personnes, mettons, dans les dernières semaines qui nous ont écrit pour dire, ben, je peux pas appeler Donald Trump et dire que c'est pas correct ce qu'il fait. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Je suis tellement... Fait que je peux comprendre que c'est déprimant de savoir qu'on peut rien faire à grande échelle, je dirais, mais moi, je dis toujours que plus on partage de la lumière à tous les jours, c'est déjà un grand pas en avant, tu sais. Et comme tu dis, je trouve que tu l'expliques mieux, être actif. J'ai vu de mes yeux des gens, que ce soit même des individus qui ont un impact sur le monde. J'ai rencontré des gens comme David Suzuki en environnement ou comme des organismes en environnement, des chercheurs, des professeurs qui, eux, depuis 20 ans, travaillent sur le sujet des changements climatiques, qui ont eu un impact, qui ont amené une telle loi à être passée ou qui ont protégé tel endroit dans la forêt ou qui ont fait modifier certains textes. Vraiment, les gens peuvent avoir un impact plus qu'ils pensent. Moi, je l'ai vu, ça m'a donné beaucoup d'espoir dans les dernières années, alors que peut-être il y a quelques années, j'étais plus éco-anxieux un peu parce que le problème était trop grand, trop flou. Là, j'ai tellement rencontré de gens qui, pour vrai, ont un impact sur le monde, puis c'est possible, même au niveau individuel et au niveau en groupe, en collectif encore plus, on peut changer les choses. Changer le monde, c'est peut-être grand comme idée, mais au moins changer son monde un peu. Ouais. Être en action, ça peut juste être démarrer une initiative dans ton quartier ou même juste dans ta famille, dans ta maison. Si tu changes la manière dont vous gérez les déchets, c'est déjà immense. Donc, mais juste être en action, faire quelque chose, ça aide beaucoup. Les gens reprennent un sentiment de contrôle. T'aimerais ça soit quoi, toi, ton impact dans le monde? Mon Dieu. Parce que t'es encore jeune. Tu vas encore réaliser tellement de choses dans ta vie. Tu as déjà tellement un impact. On est si jeunes et j'apprends beaucoup à chaque année, de chaque projet, de chaque rencontre. Mon impact, j'aimerais simplement qu'il soit positif. C'est-à-dire que les projets, les films, les vidéos apportent quelque chose au monde plutôt que retirent quelque chose au monde. Puis moi, je trouve ça dramatique et tragique quand je vois des gens qui sont brillants. Il y en a des gens brillants, mais qui choisissent de retirer, donc d'apporter de la haine, par exemple, ou d'apporter ou de reculer en arrière. Tu sais, sans nommer de nom, mais des gens en politique ou qui se tournent vers des idées de haine ou de violence puis qui utilisent leur intelligence, puis leur créativité, puis leur talent pour faire reculer les choses. Je trouve ça terrible et tragique. Puis il y en a de plus en plus. Si tu as ce cadeau de la vie, d'avoir une énergie, d'avoir un talent dans X ou Y domaine, une plateforme, j'espère qu'on l'utilise pour faire quelque chose qui va être un peu, ne serait-ce que bien pour les gens. Ou de ne pas nuire aux autres. Pas nuire aux autres, exact. Ben là, parlons-en de ton documentaire que tu viens de faire en Amazonie. Et là, je cite, parce qu'ici, on adore citer les gens. Tu as écrit sur Facebook, « Nous avons été immensément privilégiés de faire toutes ces rencontres, d'écouter la sagesse des peuples qui vivent au cœur de la plus grande forêt tropicale au monde, l'Amazonie, véritable trésor du vivant, refuge spirituel, stabilisateur du climat et poumon de la Terre. Nous tenterons de faire porter le plus haut possible leur voix et leur message. L'Amazonie, clé de notre futur climatique à tous, est menacée de disparaître. Des gigantesques jungles pourraient devenir des déserts et des savanes. Des millions d'humains pourraient perdre leur maison, la même depuis des millénaires. Des milliards d'espèces de toutes les familles du vivant sont menacées. » Donc, nous, c'est un sujet qui nous touche vraiment beaucoup. La nature, les animaux, tout ça. Puis je pense que puisqu'on pense que c'est loin, ça nous touche pas, et quand en fait, c'est directement lié à nous, pourquoi avoir décidé de faire un reportage sur l'Amazonie? Parle-nous-en un peu, on en a parlé un petit peu off-cam, puis là, j'arrêtais pas de dire, on va en parler, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et essentiel. Alors, ça nous touche tous. Ouais. Ça, je vous le dis tout de suite, ce qui se passe en Amazonie en ce moment, ça touche tout le monde au Québec, en France et partout à travers le monde. On dépend de cet endroit-là. Mais même si ça ne nous touchait pas, moi, ça fait quelques années que je fais des projets sur les changements climatiques. J'ai fait des trucs avec Oasis Immersion en immersif un peu, avec National Geographic sur la biodiversité. J'ai fait des vidéos sur les changements climatiques. J'étais beaucoup dans des chiffres, dans des statistiques, dans des études, etc. Puis à un moment donné, les gens, le grand public, a beaucoup entendu parler des changements climatiques. A beaucoup entendu parler de tout ce qui est un peu, de tout ce qui nous alerte, des grands chiffres, puis de cette peur-là. Et je pense que les gens sont un peu tannés, ou c'est comme on disait tantôt, il y a tellement d'enjeux dans le monde
qu'à un moment donné, en répétant toujours les mêmes chiffres et tout ça, on n'avance pas beaucoup en climat. Donc, je me dis, mon prochain projet sur l'environnement, il faut que ce soit avec des humains. Comme sur la solitude, il faut que j'aille rencontrer des gens qui ont des vraies émotions parce qu'ils sont touchés concrètement au quotidien par cet enjeu-là. Parce que leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école, parce qu'ils ne peuvent plus respirer pendant l'été, parce que leur maison s'est faite détruire, parce qu'ils le vivent au quotidien, puis c'est des vraies émotions humaines. Donc, je me dis, il faut que les gens voient à quel point c'est un enjeu qui est humain avant tout, émotionnel avant tout, pour se réattacher à ce combat climatique. Donc, je me suis dit, quel endroit est un symbole de la lutte climatique? L'Amazonie, pour aller rencontrer des gens. Et ça tombait bien parce que j'ai une amie qui s'appelle Misha, qui est anthropologue, qui, elle, depuis 4 ans, travaille avec les peuples autochtones en Amazonie, parle parfaitement portugais, a tissé des liens de confiance avec tous ces gens-là. Donc, c'est très difficile pour un gars blanc d'arriver avec une caméra là-bas puis dire, bon, je vais vous filmer, puis let's go. Il y a une dynamique qui est vraie encore aujourd'hui et c'est tout à fait compréhensible. Il y a eu un génocide immense dans le passé sur ces peuples-là, des Occidentaux, des Blancs. Donc, quand tu arrives là, bon, il y a quand même encore un peu de méfiance. Donc, grâce à elle, merci à Misha et aux organismes avec qui on était, ils m'ont accepté, ils m'ont vite fait confiance, beaucoup de ces gens-là. Et donc, ils se sont ouverts à nous. On a fait beaucoup d'entrevues, beaucoup de rencontres là-bas. T'es parti combien de temps? Donc, le tournage, c'était 3 semaines en Amazonie. Moi, je suis resté à peu près 2 mois Brésil et Uruguay après, mais c'était 3 semaines intenses où tous les jours, on était en tournage du matin au soir avec les gens là-bas. Puis on avait beaucoup de rencontres à chaque jour. Et on est arrivé dans la petite ville de Porto Velho, qui est au nord du Brésil, qui est une petite ville qui... Porto Velho, c'est fascinant. Et on s'en est rendu compte vraiment une fois que j'étais arrivé là-bas. Tout ce qui est au sud de Porto Velho, c'est beaucoup déforesté. C'est à peu près tout déforesté. Tout ce qui est au sud. C'est les derniers 60 ans, les gens, les industries ont massivement déforesté l'Amazonie au sud. Et tout ce qui est au nord, c'est la partie encore presque intacte de la forêt amazonienne. Donc, nous, on était vraiment la ville qui délimite. Quand on dit déforesté, là, pour toutes les personnes qui ne comprendraient pas, là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien ou... C'est des champs. Donc, c'est tout rasé. C'est à peu près tout rasé. À peu près. Et c'est des immenses champs de soja ou de maïs ou des élevages de bœuf. Donc, mais dans 80% des cas, la déforestation, c'est pour le bœuf. C'est pour l'exportation du bœuf, soit pour mettre des élevages de bœuf. Et là, moi, j'en ai vu énormément. Puis c'est un gros point en Amazonie. C'est vraiment des élevages immenses de bœuf. Ou le soja et le maïs, c'est pour nourrir le bœuf. Donc, voilà, dans 80% des cas, la déforestation, c'est pour le bœuf. Pour la demande mondiale du bœuf, c'est pas le bœuf qui reste au Brésil, c'est beaucoup pour être exporté en Chine, aux États-Unis et même au Canada. On importe beaucoup de bœuf amazonien et même beaucoup de bœuf illégal amazonien qui provient même parfois des territoires autochtones. Donc ça, c'est un autre sujet, mais au sud, c'est beaucoup ça. C'est des champs, c'est déforesté depuis 60 ans. Et là, il y avait des gens qui habitaient là? C'est beaucoup des fermiers, justement. C'est des gens qui sont sur ces champs-là. Mais avant, mettons. Avant, parce que, tu sais, on s'entend, les animaux, dans le fond, tout le monde a perdu la biodiversité, les animaux et des peuples autochtones qui habitaient là ont été déplacés, tués, ou se sont réunis dans des plus petits territoires. Mais il y a encore, et c'est ça la grande force, et là, parce que je fais un portrait qui peut être alarmant, il y a encore des centaines de kilomètres au nord, qui est comme le poumon, la terre, qui est la partie la plus intacte de la forêt amazonienne, qui est encore grandement intacte aujourd'hui. Et protégée? Et c'est ça qu'il faut protéger. Okay. Parce que protéger en partie, mais pas protéger nécessairement. Dans les prochaines années, elle pourrait attaquer cette forêt-là. Et c'est ça le gros combat en ce moment. C'est que la terre entière, le Québec, peu importe où vous êtes dans le monde, on dépend de ce poumon-là, de cette partie de forêt-là, qui est la plus grande forêt au monde, qui est ce qui régule l'eau, le cycle de l'eau sur Terre, ce qui crée de l'oxygène. Jusqu'à 20% de l'oxygène mondial provient de cette forêt-là. C'est le plus grand trésor de biodiversité au monde. Et c'est aussi un stock de carbone. C'est 200 milliards de tonnes de carbone à peu près qui est stocké dans cette forêt-là. C'est à peu près
je crois que c'est 20 ans d'émissions, à peu près l'équivalent de 20 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre stockées dans cette forêt-là. Si elle est détruite, c'est 20 ans d'émissions de CO2 qui sont relâchées dans l'atmosphère. Donc, c'est absolument crucial en ce moment qu'on protège ce qui reste de cette forêt-là. Non seulement pour notre futur à tous autour du monde, parce que le climat en dépend, mais pour les gens aussi là-bas, ces 40 millions d'êtres humains dont beaucoup sont autochtones, qui vivent là, c'est plus de 300 peuples autochtones qui vivent là, dont une centaine qui sont encore pas contactés par des Blancs. Il y a une centaine de peuples qui sont encore qui vivent en autonomie dans la forêt, qui sont pas en contact du tout avec la civilisation. C'est eux aussi qu'il faut protéger. C'est une culture unique qui risque de se perdre. Et donc, on est allé à la rencontre de ces gens-là. Puis à Porto Velho, puis on le voyait parce que tu le vois sur les images satellites, tout ce qui est au sud, c'est blanc, c'est des champs. Puis tout ce qui est au nord, c'est vert, c'est de la forêt. Puis nous, on allait dans la forêt avec les peuples autochtones, puis on leur parlait. Puis eux, leur travail, aujourd'hui, c'est d'être à la frontière. Et tu le vois vraiment, et tu le vois, physiquement, quand tu te promènes, parce que c'est un mur de forêt soudainement qui commence. Mais tu le vois aussi dans les images satellites. Les territoires protégés autochtones, c'est coupé au couteau, vraiment. La forêt, c'est comme un carré de forêt au milieu de champs. C'est comme les Gaulois qui résistent aux envahisseurs romains. Donc, ils protègent vraiment des morceaux de forêt intacts. Ils sont à la frontière. Puis, à chaque semaine, il y a des invasions. Il y a des gens qui arrivent avec des scies à chaîne, puis des bulldozers, puis des tracteurs, puis qui essaient de déforester même des territoires protégés. Puis, c'est des territoires qui sont légalement, en théorie, sur papier, protégés, mais en pratique, à chaque semaine, il y a des invasions. Et il y a de la violence, ils mettent le feu à la forêt, ils passent avec des avions qui lancent un certain type de semences qui tuent la forêt, qui font pousser des espèces invasives. Donc, il y a plein de techniques que les envahisseurs font pour déforester illégalement. Et après ça, ils installent des champs de bœuf et tout ça. C'est comme 90% de la déforestation qui est illégale. Donc, même si c'est un territoire qui est protégé, ça n'empêche pas les agro-industries de venir et de déforester. Mais comment on peut leur faire comprendre que ça sert à rien d'être riche, je mets entre guillemets, si on va tout crever parce qu'ils sont en train de défaire la forêt, tu sais? Exact. Il y a quelque chose qui est comme pas logique. Il y a quelque chose qui est pas logique. Puis, il y a un discours aujourd'hui qui dit un jour, j'espère très bientôt, parce que là, et c'est ce qu'on dit dans le documentaire, c'est que la forêt amazonienne est au bord d'un point de rupture, un point de bascule. Selon des études dans les dernières années qui disent si la déforestation dépasse un certain seuil, là, on est autour de 20% de la forêt qui est déforestée. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Ça, c'est depuis 60 ans. Si on dépasse un certain seuil, certains qui disent c'est 25%, d'autres 30%, mais la forêt entière, l'écosystème entier va se transformer en désert, en savane puis en désert. Fait que là, vraiment, il y aura toute la biodiversité aujourd'hui, les animaux, les jaguars, les perroquets, les iguanes, les milliers d'espèces d'oiseaux, d'insectes, et tous les peuples qui y vivent et qui en dépendent, ben, tout ça n'existera plus parce que ça va devenir des déserts, comme les déserts du Sahara. Parce que sur la longitude ou la latitude, en Afrique, sur cette même longitude ou longitude, je pense, c'est des déserts à cette hauteur-là, la planète. Donc, ça serait pas impossible que ça devienne aussi des déserts en Amazonie, ce qui serait tragique. Ce serait absolument tragique. Puis aujourd'hui, on en approche. Donc, il faut protéger ce qui reste. C'est ça qui est très important. Protéger ce qui reste. C'est quoi, mettons, une rencontre que tu as fait qui a été la plus marquante là-bas? Ou une émotion que tu as vécue qui était vraiment intense à un moment particulier? Il y en aurait tellement que je pourrais dire. Il y en a que je veux pas dire tout de suite parce qu'il y en a qu'on va découvrir dans le documentaire, puis vous allez voir, il y a eu des moments humainement très, très marquants. On est allé un jour dans le fond, il y a plusieurs types de territoires protégés. Au-delà des peuples autochtones, il y a des peuples qu'on appelle traditionnels au Brésil, qui sont pêcheurs, petits agriculteurs, qui, eux, ça fait très longtemps qu'ils sont sur ces terres-là et qui vivent en harmonie avec la forêt, qui protègent la forêt quand même. Et on est allé dans on appelle ça une réserve extractiviste. C'est des peuples extractivistes parce qu'ils extractaient le caoutchouc. À l'origine, au Brésil, il y avait beaucoup d'arbres de caoutchouc. Et, je savais même pas que ça poussait dans les arbres.
c'est des écorces qui coupent, puis là, ça crée du caoutchouc. Puis, après, tu savais, toi? Non. OK, merci. Moi-même, je suis pas du tout expert en caoutchouc, mais moi, je pensais que c'était transformé. Mais moi aussi. Ouais, maintenant, je pense que c'est surtout transformé, quoique ça a été... Il y a encore des arbres à caoutchouc. Maintenant, c'est plus en Asie, en Malaisie. Puis tout ça. Je suis pas si niaiseux, ça faisait. Mais c'est dans l'écorce des arbres. Pas des arbres, tu sais. Non, c'est ça. Je pense pas que c'est ça que les pneus. Tabarnouche. Mais au début, au Brésil, c'était une grosse industrie quand les colonisateurs sont arrivés. Il y a eu tout un moment où même le Brésil est devenu riche pendant un moment, puis il y avait des grands opéras dans la forêt, puis des trucs, parce qu'ils exploitaient le caoutchouc, notamment des arbres. Et donc, il y a encore cette histoire-là, puis il y a des gens... Des paysans, des pêcheurs et tout ça. Et un jour, on est allé dans un endroit qui est une réserve qui, en théorie, sur papier, devrait être protégée de la nature. Okay. Mais en pratique, elle est 90% déforestée. Donc ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'un endroit, c'est comme si au Québec, on disait ça, c'est un parc naturel. Ouais. Puis finalement, mais que 90% était déforesté complètement illégalement. Donc, il reste juste 10% de la réserve protégée qui est vraiment protégée. Puis dans ce petit 10%-là, c'est vraiment... Moi, on se promenait en pirogue sur une petite rivière, puis on voit comme des arbres. On a l'impression que t'es dans la jungle, mais l'autre côté des arbres, c'est des champs déforestés immenses, à juste comme quelques dizaines de mètres plus loin dans les arbres. C'est juste une façade d'arbres. On arrive, et là, à un moment donné, on allait rencontrer une famille qui habite, une des dernières familles qui habite là, et qui protège un des derniers petits oasis de forêt. C'est comme même pas 1 kilomètre, à peu près 1 kilomètre carré de forêt qui est protégé encore. Puis autour, c'est des immenses champs déforestés. Et donc, on arrive, puis c'est vraiment, tu sais, c'est frappant. Tu as juste une petite maison en bois avec un père de famille, 2, peut-être même 3 enfants, sa femme, puis c'est leur petite maison. Puis lui, après, hyper gentil, c'est une des rencontres les plus généreuses. On arrive là, il était extrêmement accueillant. Il nous a fait visiter un petit peu sa maison, son jardin, ses plantations. Il fait pousser des bananes, des melons, des ananas, puis c'est magnifique. Puis après ça, il dit, moi, ma voisine, ben, elle s'est fait envahir, puis elle a dû quitter sa maison. Ils ont mis le feu à son terrain il y a quelques semaines. Un autre gars qui était là avec nous, lui, sa maison s'est littéralement fait brûler aussi. Et il a dû quitter. Il était à côté. Ils ont tous dû quitter. Il dit, des fois, dans la nuit, il y a des tracteurs qui arrivent avec des gens avec des guns qui arrivent puis qui nous disent, qui nous menacent sur le bord de sa maison. Lui, il y a ses enfants qui sont là. Et il dit, depuis quelque temps, c'est terrible. C'est à chaque semaine des gens qui arrivent comme ça avec de la violence. Un autre qui était là, qui était aussi un autre de ses voisins, lui, carrément a dû quitter parce qu'ils sont arrivés avec des guns, puis on dit, si dans 12 heures, donc demain matin à 8 heures, vous êtes encore là, ça sera moins cordial comme interaction. Et donc, il a dû quitter. Donc, tous les gens autour de lui, tous ses voisins ont quitté. C'est la dernière famille qui reste. Je pourrais pas dormir. Et pourtant, il nous accueille avec un immense sourire, puis il fait plein de blagues, puis pendant 1 heure, on se promène avec lui, puis il nous fait goûter tous ces petits fruits, puis il est extrêmement gentil. On revient de cette petite visite. Il nous a tout préparé un dîner. Il nous fait à dîner. Tu sais, ces gens-là, littéralement, n'ont rien et luttent à tous les jours. Et quand même, une table, un buffet, ses enfants qui nous apportent des poissons frais, des trucs. Il nous offre 1001 cadeaux, un après l'autre. C'était la gentillesse pure, cet homme-là. Et sa famille et ses enfants. Et il continue de lutter aujourd'hui encore. Puis il dit, on ne quittera jamais. Tant que il dit, moi, ça fait 12 ans que je suis là et j'ai pas l'intention de quitter. Donc peut-être qu'il y aura juste cette petite maison et cette petite oasis de forêt au milieu des champs pendant encore très longtemps. Mais c'est des rencontres comme ça qui marquent. Tu dis, waouh, tu sais, la force de ces gens-là, la force de vie de ces gens-là est très, très inspirante et te fait rendre compte à quel point finalement, beaucoup de nos problèmes ici peuvent être relativisés aussi. Tu sais. Puis est-ce que tu as eu un rapport quand même avec les animaux là-bas? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on voit la misère que les animaux peuvent vivre? Ben, un peu, dans le sens, oui, j'ai vu beaucoup d'alligators. Un
des endroits où on a habité, il y avait le lac avec le plus d'alligators, je pense, en Amérique du Sud. 50 000 alligators. Et on en voyait, je pense, j'en ai vu 30 en 1 heure, là, tu sais. À côté de notre petite barque, tu avais juste un immense alligator qui sortait, qui rentrait dans l'eau. Et là, on se retournait dans un autre alligator. Vraiment, j'en ai vu une trentaine en très peu de temps. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un lac où ils se reproduisent. Et c'est impressionnant. Et on se sent petit impuissant, mais donc, il y a encore des endroits où il y a encore beaucoup de biodiversité. Les insectes, moi, ce qui est vraiment marquant, c'est quand tu habites les quelques nuits où j'ai dormi dans des hamacs et tout, plus dans la forêt. C'est vraiment plus ce qui marque plus, c'est les insectes parce que c'est tellement dense, c'est des nuages entiers de papillons, de mouches, de libellules, de 1001 insectes. C'est comme des essaims de vie qui se promènent dans la forêt. C'est tellement dense. Ça te faisait pas peur? Ben, non, il y a quelque chose d'enchanteur. Puis aussi, j'étais toujours avec des gens qui connaissent tellement bien la forêt, puis qui disaient genre, non, vas-y pas sans. Je me suis pas beaucoup aventuré. Un jour, j'ai un peu marché tout seul dans la forêt, mais pas très loin. Mais quand on marchait vraiment dans la forêt, on était avec des leaders autochtones, des gens qui connaissent vraiment bien la forêt, puis ils ont un immense respect pour la forêt. Puis, tu sais, quand ils entrent dans la forêt, ils disent normalement, on fait un cri, une sorte de. On dit à voix haute, tu sais, à quel point on entre, puis qu'on respecte la forêt, puis les esprits. Ils croient beaucoup aux esprits de la forêt aussi. Donc, il y a toute une posture. On vit avec la nature, on en fait partie, et non pas on est des humains séparés de la nature, puis on l'exploite. Eux, c'est fou de penser les choses comme ça. Nous sommes la nature, la forêt, c'est une partie de nous. On entre dans la forêt, on la respecte, on en dépend pour vivre et inversement. Donc, est-ce qu'ils ont ce même rapport-là avec les animaux? Énormément. Ouais. Pour eux, les jaguars, j'ai un tatou de jaguar ici que j'ai fait en revenant parce que le jaguar, c'est très symbolique. C'est un des plus grands. Le plus grand prédateur peut-être de l'Amazonie. Puis quand tu vois un jaguar, pour eux, c'est un événement mystique. Là. C'est rare que tu en vois un parce que. Et si tu en vois un, attends, cours parce que c'est pas bon, les jaguars sont beaucoup plus forts que nous, on va dire ça comme ça. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Donc j'ai parlé à des gens de mon âge, par exemple, qui avaient déjà croisé un jaguar au bord de la rivière. Puis pour eux, c'est un événement d'une vie qui te marque profondément. Voir un jaguar, c'est associé à du mysticisme. Puis après ça, ils rentraient au village, puis tout le village doit comme se concerter. Puis ça c'est annonciateur de quelque chose ou c'est soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, dépendamment. Mais donc, il y a certains animaux qui sont vraiment des symboles qui, quand on les voit, ça veut vraiment dire quelque chose. Donc, un jaguar, puis j'avais parlé pour Oasis Immersion à un gars qui s'appelle Paul Rosalie, qui est quand même connu sur les réseaux, qui a un organisme qui s'appelle Jungle Keepers, qui lui est en Amazonie péruvienne. Puis il fait beaucoup de vidéos sur les réseaux en Amazonie, tout ça. Paul Rosalie, pour ceux qui s'intéressent, il est très bon pour... il nous amène vraiment dans sa vie dans la forêt. OK. Et lui, j'avais parlé parce qu'il nous avait donné des images pour Oasis. Et il a dit, moi, j'ai vu une fois un jaguar. Donc, il filmait un peu, il prenait des photos dans la forêt et il a vu un jaguar. Et il dit, au moment où j'ai vu le jaguar, j'ai baissé ma caméra parce que j'ai senti que je pouvais pas prendre une photo. Je pouvais pas capter ce moment-là. Il fallait que je le vive parce que c'était trop fort. Quand tu vois un jaguar, c'est un événement qui te marque. Donc, comment il racontait, ça m'a marqué. Moi, j'en ai pas vu, malheureusement. Même si je disais beaucoup, j'aimerais qu'on voit un jaguar, on n'en a pas vu. Mais est-ce que c'est parce qu'il y en a plus beaucoup? Ben, ils sont très intelligents. Ils sont très perceptibles. Ben oui. Les jaguars, s'ils voient des humains, mettons en journée, ils vont pas nécessairement s'approcher. Ils se promènent plus la nuit. Ils sont plus loin dans la jungle. Nous, on n'est pas allé si loin que ça dans la jungle. Il n'y en a pas tant que ça, effectivement, aussi. Il y en a de moins en moins. C'est des espèces menacées. Donc oui, il y en a de moins en moins, tu sais. Mais tu sais, j'ai vu des tarentules, des aras, des perroquets, des iguanes, on a vu toutes sortes d'animaux dans la forêt. Mais c'est vraiment impressionnant quand on se promène. Les quelques fois où on s'est promené vraiment dans la jungle, où tu dis il y a très très peu de gens qui sont promenés là, puis tu vois l'immensité de la nature, des arbres tellement gigantesques, des feuilles
c'est comme la taille d'un building ici, là, juste une feuille d'un arbre. Tu dis, OK, on appartient à un monde qui nous dépasse infiniment. Là, on va avoir accès pour de voir ça quand, en fait? Alors là, on travaille. Là, je suis de retour avec ces images-là. Puis quand j'ai vu tout ce qu'on avait comme matériel, les entrevues, les images, les moments. C'est sûr que c'est énormément de choses. Parce qu'on a aussi vécu plein de moments que j'ai filmés avec les jeunes dans la communauté autochtone. On s'est baigné dans des rivières. J'ai tout filmé ça. Puis je me suis dit, bon, je pense que c'est un 1 heure documentaire. Et j'aimerais que ça ait une vraie diffusion. À grande échelle. Un peu plus à grande échelle, un peu plus traditionnelle. Donc, là, on approche en ce moment des diffuseurs télé pour ça. Mais il est prêt, là, le Il n'est pas prêt. Okay. J'ai fait des trailers, j'ai fait comme un pré-montage, j'ai fait des trucs comme ça. J'ai beaucoup été dans les images, mais j'ai pas encore fait le montage, on va dire, final du documentaire parce que, justement, on veut le faire avec un diffuseur télé puis dire, donc, est-ce que ça sera ce printemps? Est-ce que ça va être l'automne prochain? Moi, j'espère cette année, ça, c'est sûr. Donc, mais ça, on verra. Et c'est toi qui es devant la caméra, là. C'est toi qui anime. Ouais, ben c'est ça. Moi et Misha qui est avec moi, c'est très authentique. On voit notre voyage, on voit vraiment notre expédition et nos émotions du début à la fin, puis nos émotions de découverte. Puis puis j'anime aussi, puis j'ai une recherche aussi que j'ai fait où j'explique les choses aussi. Y a-tu un caméraman qui est avec toi aussi? Oui, donc très bonne question. C'est important que je le dise. Kuyambu, qui est du peuple autochtone Uru et Uawa, donc un jeune que, en fait, au début, je me disais comment on va faire pour la caméra et tout, et Misha m'a recommandé ce gars-là qui a un intérêt pour la vidéo et tout ça, et le cinéma, mais qui est d'un peuple autochtone amazonien, et on l'a donc engagé avec nous, puis c'était notre ami, on était vraiment un trio tout le temps ensemble, et donc, je pense qu'on l'a vu sur tes photos et tes stories, non? Exact. Okay. Kuyambu. Donc, on a formé vraiment un beau trio. On disait qu'on était les 13 mousqueteros en portugais. Mais Kuyambu, Misha et moi, puis après ça, des gens se greffaient à nous dépendamment des journées, mais c'était le trio de tournage. Nice. Parce que j'imagine, je sais qu'on dépasse le temps, mais j'imagine que quand on est allé marcher dans la forêt, puis là, tu vois l'immensité de tout ça, l'émotion que tu dois vivre après quand tu vois une partie qui est rasée, ça doit quand même être très intense émotionnellement de vivre ça. Parce que tu réalises vraiment qu'on détruit la terre, tu sais. Ben oui. Puis, tu le vis, t'es là. Je vis cette émotion-là. Tu le vois pas sur vidéo, t'es là, tu le vis, là, tu sais. Puis comme je disais, moi, je voulais rencontrer des gens, des familles, des enfants qui le vivent, eux, au quotidien depuis des années. Puis moi, j'ai beaucoup vécu ces émotions-là à travers ces gens-là. Je reviens encore au témoignage sur la solitude où en rencontrant des gens qui vivent la solitude, j'ai pu parfois mettre des mots sur des émotions que moi-même je vivais. En rencontrant des gens en Amazonie, des enfants, beaucoup, des familles qui témoignaient, qui disaient c'est notre vie, c'est notre maison, c'est tout ce que j'ai toujours connu qui pourrait disparaître demain par les feux, par les sécheresses, par la fumée dans l'air, c'est cette nature qu'on aime, qui nous a construit, de laquelle on dépend, qui pourrait mourir, être détruite complètement demain. Ces gens-là qui, des fois, même pleuraient et étaient très émotifs avec nous, c'est à travers ces gens-là que j'ai compris et vu encore plus à quel point l'urgence climatique, c'est très concret. Puis, c'est pas une question... c'est plus une question de sauver tel glacier lointain, pour beaucoup de gens encore, les changements climatiques, c'est loin. C'est lointain, puis c'est un truc de nature lointain, de sauver tel glacier ou sauver telle espèce animale en Australie. C'est très concret, c'est très humain et ça pourrait venir à nous. Ce que ces gens-là vivent en ce moment, qui affecte leur vie entière, tous les aspects de leur vie familiale et tout, si on n'avance pas plus vite, ça va aussi arriver au Québec. On a eu un petit avant-goût avec la fumée en 2023, les feux de forêt. Ça peut s'intensifier, puis ça peut venir à nous. Ça peut avoir des vrais impacts de santé sur nos vies au quotidien, aussi au Québec, aussi en France, aux États-Unis, au Bangladesh. Donc, c'est un enjeu universel, humain, et c'est donc ensemble qu'on doit aujourd'hui aller beaucoup, beaucoup plus vite sur ce sujet-là. T'sais. Puis est-ce que ce serait ça la leçon générale que tu ramènerais de cette expérience-là ici, après dans ta vie? C'est une leçon de faire les choses ensemble et d'aller vers les gens. Donc,
c'est un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est une belle conclusion. Moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est l'universalité. C'est les foules. C'est le fait d'avoir différentes cultures, différentes sensibilités, différents backgrounds, horizons, et quand même de s'unir pour un même grand combat, une même grande cause. Puis la lutte environnementale, c'est ça, mais les luttes sociales, c'est beaucoup ça aussi. Les luttes politiques, ça va être ça. Au Canada, il va falloir se tenir fort face aux États-Unis en ce moment. Le monde va devoir se tenir fort face aux dérèglements du climat qui vont s'intensifier, aux extrêmes climatiques qui vont s'intensifier. Donc, se tenir fort ensemble. Et d'ailleurs, si j'avais une compagnie, je l'appellerais Ensemble peut-être. Donc, Ensemble, c'est un mot que j'aime beaucoup. C'est fort. Mais c'est vraiment une belle conclusion, je trouve. Ben, premièrement, merci d'être venu. Merci d'avoir apporté toutes ces belles histoires, ces belles leçons à nous, mais à toutes les gens aussi qui vont nous écouter. Je suis sûre que ça va toucher plusieurs personnes. Puis si ça peut juste nous aider un petit peu, je pense qu'on va avoir fait donc, au-delà de ça, dans tes prochains projets, qu'est-ce qu'on pourrait voir sur YouTube prochainement? Tu as dit que tu voulais faire quelque chose sur l'amour. Oui, alors je ne sais pas si ça va sortir quand, ce podcast, mais en mars. Bon, alors au moment où vous voyez ça, ça va bientôt sortir sûrement une vidéo sur l'amour que je prépare. Alors, on peut voir ça comme une sorte de suite de la vidéo sur la solitude. Ça va être, j'espère, très poussé, avec aussi beaucoup de témoignages de gens sur les relations amoureuses, le dating rapide, le célibat, le ghosting, les nouvelles formes de sexualité. Je veux parler de beaucoup de grands sujets amoureux, mais beaucoup de l'amour rapide qui se renouvelle. Puis je pense qu'il affecte beaucoup de gens et je le remarque beaucoup autour de moi aussi. C'est un grand sujet aussi générationnel. Donc, une vidéo sur l'amour, le documentaire en Amazonie et d'autres projets aussi en développement que j'espère qu'ils vont se réaliser dans la prochaine année, dans les prochains deux ans. Ben, moi, je te dis bravo pour tout, vraiment. Et je pense qu'on est impressionné par toi, vraiment. Je sais pas si t'es d'accord. Ben, je viens de le dire, je viens de faire un éloge. Là. C'est ça. Merci. Oui. Et merci à vous et merci pour cette rencontre, cette discussion très belle. Mais je te disais pas merci pour que tu me dises merci. Mon merci était sincère et vraiment honnête. Mais merci. J'apprécie. Merci. On peut aller te suivre sur les réseaux sociaux. Je suggère, on va mettre les liens dans la description comme à l'habitude. Vous pouvez retrouver Émile sur les réseaux sociaux et je vous suggère d'aller écouter l'épidémie de la solitude sur la chaîne YouTube de Émile. Merci d'être là. Merci pour ce que tu fais. Merci. Et c'est très important, surtout dans ces moments d'incertitude, puis dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et vous pouvez nous suivre sur Balado La Vie Sociale. Oui, on est là. Suivez-nous sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Balado La Vie Sociale. Sinon, vous pouvez suivre le beau Carl Hardy, sur Instagram. My God, une pub gratuite. Et Camille également sur Instagram, oui. Cam Barampodeas. Merci, ma belle Camille. Hey, on peut se trouver sur Patreon aussi. Oui, c'est vrai, on peut nous retrouver sur Patreon. Pour découvrir peut-être l'épisode de la semaine prochaine. Oui, on a toujours des exclusivités sur Patreon. On explore encore la plateforme. Essaye. C'est ça, on est plus Gen Z, là, on est comme, là. On a l'impression qu'on est vieux, mais oui, on explore la plateforme Patreon. Pour le moment, vous pouvez voir en exclusivité les épisodes une semaine à l'avance. Il y a plusieurs forfaits qui vous sont présentés. Vous pouvez choisir l'audio, la vidéo. On va faire des petits trucs exclusifs aussi là-dessus. Donc, c'est un bon moyen de prolonger le bonheur et de prolonger le fun qu'on a ici en studio. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, Merci avec Camille. Été là. Merci. Bye.